Au cœur du Donetsk, entre ruines, fumée et silence de mitraille, une ville résiste. Pokrovsk. Le nom est devenu synonyme de résistance, mais aussi d'obsession. Depuis des années, Vladimir Poutine a voulu s'en emparer, la transformer en trophée et symbole de victoire. Il n'a pas pu. Et maintenant, chaque mètre qu'il tente d'avancer, il le paie avec le sang de ses soldats. L'offensive russe, planifiée tout au long de l'été, devait être rapide, écrasante, définitive. Mais ce qui se supposait être un coup de maître s'est transformé en un enfer d'acier et de feu. L'Ukraine n'a pas seulement résisté, elle a frappé en retour. Elle l'a fait avec une férocité chirurgicale que personne n'attendait, utilisant des drones, des parachutistes et des opérations de renseignement qui ont laissé l'armée russe plonger dans la confusion. Depuis le début de novembre, les rapports d'Euromaidan Press ont secoué la communauté internationale. Ce qu'ils racontaient était glaçant. L'Ukraine parvenait à faire saigner la Russie pour chaque pouce conquis. Les contre-attaques ukrainiennes n'étaient pas de simples réactions. C'étaient des mouvements calculés, conçus pour isoler, encercler et éliminer des unités russes entières autour de Pokrovsk. Et au centre de cette contre-offensive, la ville de Dobropilia, le cœur tactique de toute la région. Le message du ministère de la Défense ukrainien fut direct. Chaque fois que l'ennemi tentera de s'approcher, nous le ferons payer avec le feu. Il n'y aura pas de terrain gratuit pour eux. En quelques mots, l'Ukraine décida que si la Russie voulait Pokrovsk, elle devrait traverser un champ de cadavres. Tout commença à Kucherivka Yar, un petit village qui devint le théâtre d'une des opérations les plus audacieuses des derniers mois. Le 31 octobre, des médias locaux confirmèrent que les forces spéciales de renseignement ukrainiennes, HUR, conjointement avec des unités d'aviation, avaient lancé une opération aérienne à plusieurs niveaux. Leur objectif, récupérer des territoires que la Russie avait déjà déclarés libérés. Le plan était simple mais brutal. Pénétrer dans des zones que le Kremlin considérait sous son contrôle, reprendre chaque village, briser la stratégie d'encerclement que la Russie tentait de déployer sur Pokrovsk et s'assurer que la ville ne reste pas isolée. Des hélicoptères descendant dans la brume, des parachutistes tombant sur des champs dévastés, des drones survolant les positions ennemies. La scène semblait sortie d'un film de guerre moderne. Kirilo Budanov, chef du renseignement militaire ukrainien, se rendit personnellement dans la zone de combat pour superviser l'opération. Son message, transmis par des canaux officiels, sonna comme un avertissement. Si la Russie croit qu'elle peut nous encercler, elle se trompe. Ce sont nous qui chassons, pas ceux qui fuient. À cette époque, Kucherivka Yar était partiellement occupé depuis août. Mais le 22 octobre, l'Ukraine décida d'agir. Des parachutistes des forces d'assaut aérien firent irruption entre les lignes russes, ouvrant la voie à un sauvetage sous le feu. Dans le chaos, 10 civils furent extraits vivants. Des drones ukrainiens les guidèrent entre les explosions, tandis que les troupes résistaient à une pluie de balles. C'était plus qu'une victoire militaire, c'était une opération d'humanité au milieu de l'horreur. Une fois les civils en sécurité, commença la véritable chasse. Des heures plus tard, des images aériennes montraient une cinquantaine de soldats russes se rendant, les mains en l'air, entourés par les forces ukrainiennes. Kucherivka Yar avait été libéré. Forbes le décrivit ainsi. La récupération de ce village est vitale pour maintenir le contrôle de Dobropilia et un coup dévastateur pour le moral russe. C'était le cas. Chaque victoire ukrainienne était un rappel que la Russie pouvait occuper, mais pas maintenir. Chaque reprise démontrait la fragilité de l'avance russe et l'intelligence derrière les mouvements de Kiev. Pendant l'été, Moscou avait appliqué une stratégie d'usure, avancer peu, mais constamment, en utilisant des vagues de soldats mal armés pour ouvrir des brèches dans les défenses ukrainiennes. Mais cette tactique, qui avait déjà échoué auparavant, les trahit à nouveau. Les soldats qui parvenèrent à entrer restaient piégés sans blindage, sans nourriture, sans renfort. L'Ukraine refermait les brèches et les transformait en cibles faciles. Une guerre de pièges et de tromperies. Comme l'expliqua un porte-parole militaire ukrainien, ils avancent sans réfléchir. Ils lancent des hommes au front, comme de la chair, en espérant épuiser nos défenses. Mais nous les attendons. Chaque pas qu'ils font les rapproche de leur fin. Et c'est ainsi que l'Ukraine commença à utiliser les propres tactiques russes contre eux. En voyant que beaucoup d'envahisseurs préféraient se rendre plutôt que mourir, les troupes ukrainiennes redoublèrent l'offensive. Avec le vent en leur faveur, elles libérèrent également les villages de Zatichok et Souketske, occupés depuis août.
Dans chacun se répétait le même schéma. Opération maison par maison, drones guidant les équipes d'assaut et petites unités russes qui tombaient une à une. Au cours de ces journées, l'état-major ukrainien confirma l'élimination de 44 soldats russes et la capture de 7 autres. Mais au-delà des chiffres, l'important était le message. L'Ukraine non seulement résistait, elle repoussait l'ennemi en arrière. Résultat de l'opération HUR, libération totale de 3 villages stratégiques, Kucheriv Yar, Zatichok et Souketske. Capture de plus de 50 soldats russes, beaucoup d'entre eux rendus sans combat. Élimination de 44 ennemis lors d'affrontements directs. Sauvetage réussi de 10 civils sous le feu ennemi. Désorganisation totale du front russe qui perdit le contrôle logistique dans la zone. Cependant, la Russie ne resta pas inactive. En réponse, elle commença à utiliser des drones pour lancer de petites charges de nourriture, de munitions et de médicaments aux groupes piégés. Ce n'était pas suffisant. Cela servait à peine à prolonger l'inévitable, l'effondrement. Les analystes d'Euromaidan Press le définirent comme une guerre d'usure au ralenti, où la faim et la fatigue devinrent les armes les plus efficaces. L'Ukraine, patiente, attendit. Elle frappa seulement quand les soldats russes étaient épuisés, affamés et confus. Le résultat fut une série de victoires chirurgicales qui désorganisèrent les plans russes dans toute la région. Les commandants ukrainiens comprirent qu'il n'était pas nécessaire de courir. Il suffisait de laisser l'ennemi s'user seul. Cette approche désorienta complètement le haut commandement russe. Alors qu'il croyait avoir des positions sécurisées, l'Ukraine lançait des offensives surprises. Les opérations étaient rapides, presque invisibles, exécutées avec une précision mathématique. Quand les Russes réagissaient, il était déjà trop tard. Le territoire avait changé de main. Un porte-parole militaire ukrainien l'expliqua dans une brève interview. Ils informent Moscou que tout est sous contrôle. Nous attendons. Et quand les renforts n'arrivent pas, nous frappons. Nous le faisons quand leur confiance est maximale et leur capacité minimale. La tactique fonctionna à la perfection. En quelques jours, les rapports confirmaient que 36 des 38 attaques russes avaient été repoussées sur le front de Pokrovsk. Seuls 2 avaient réussi à avancer, et à peine de quelques mètres. Pendant ce temps, l'Ukraine obtenait de petites mais significatives avancées, progressant de presque un demi-kilomètre dans des zones clés. Ce n'était aussi pas de grandes victoires territoriales, mais bien psychologiques. L'ennemi comprenait que chaque tentative d'avance coûterait des dizaines, parfois des centaines de vies. C'est alors qu'apparut sur la scène une unité devenue symbole de cette résistance. Les Peaky Blinders de l'armée ukrainienne. Sur leur chaîne Telegram, ils publièrent des images aériennes qui firent se frémir tout le monde. Corps carbonisés de soldats russes, éparpillés dans les champs et les rues, résultat d'attaques par drones kamikazes et bombes improvisées. Leur message fut direct et brutal. Pour quelques kilomètres, la Russie sacrifie des milliers de vies. Il les envoie sans stratégie, seulement avec de la chair. Il n'y a pas d'honneur là-dedans, seulement du désespoir. L'armée russe payait un prix inimaginable. Des chiffres publiés par le premier corps Azov parlaient de plus de 1226 soldats russes tués en une seule semaine, ainsi que de dizaines de véhicules, drones et pièces d'artillerie détruits. Les données impressionnèrent même les analystes les plus sceptiques, car bien que la propagande abonde en temps de guerre, ces pertes coïncidaient avec des rapports indépendants. Le journaliste militaire David Axe, dans sa chronique Trench Art, révéla des documents russes capturés qui confirmaient quelque chose d'effroyable. Plus de 100 000 soldats russes étaient morts ou blessés en 2025 uniquement sur le front de Pokrovsk. Les chiffres complets, selon les documents filtrés, étaient glaçants. Basse russe rapportée, janvier-septembre 2025. 47 000 soldats morts, 160 000 blessés, dont beaucoup grièvement, 34 000 disparus, présumés sans vie. Plus de 30 000 pertes mensuelles, 1000 par jour. Chaque nombre était une sentence. Chaque avance russe équivalait à des montagnes de cadavres. Pokrovsk, le joyau que Poutine avait promis de conquérir en été, tenait toujours debout. L'opération qui devait clore l'année en gloire pour le Kremlin s'était transformée en cimetière à ciel ouvert. Mais le Kremlin ne recule pas. Poutine, furieux du manque de résultats, aurait ordonné à son état-major de capturer la ville avant la mi-novembre, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ISV. Les ordres étaient impossibles, mais révélaient son désespoir. Le rapport de l'ISW fut catégorique.
Poutine a l'habitude d'imposer des objectifs militaires dénués de sens temporel ou stratégique. La prise de Pokrovsk dans ce délai n'est ni réaliste ni compatible avec la capacité actuelle de ses forces. Et pourtant, la pression augmentait. La Russie continuait à lancer de petites unités d'assaut pour tenter d'ouvrir des brèches dans les défenses ukrainiennes. Des groupes de 10, 20 hommes avançant parmi les décombres, avec un armement limité. Une stratégie suicidaire mais persistante. Le président Volodymyr Zelensky confirma que certains de ces groupes avaient réussi à pénétrer dans les faubourgs de la ville, bien qu'ils soient restés isolés. Il n'y a pas de risque de chute immédiate, assura-t-il, mais il reconnut un fait inquiétant. La Russie disposait d'un avantage numérique de 8 contre 1. 200 soldats russes avaient réussi à s'infiltrer, mais tous furent localisés par des drones ukrainiens. Sans soutien logistique, ces hommes restèrent piégés dans un piège invisible. Ils ne pouvaient ni avancer ni reculer. La réalité était celle-ci. Tant que la Russie n'arriverait pas à encercler complètement Pokrovsk, ses attaques frontales seraient inutiles. L'Ukraine le savait. C'est pourquoi son commandement spécial et le corps Azov continuaient à se concentrer sur la récupération de chaque village proche. Le journal The Guardian confirma que l'Ukraine avait déployé davantage de forces spéciales dans la zone. Ces unités, composées de vétérans et de nouvelles recrues, opéraient en groupes consolidés, entraînés au combat urbain. « Nous maintenons Pokrovsk », déclara le commandant en chef Oleksandr Syrsky d'une voix ferme lors d'une conférence de presse improvisée. Mais le défi était immense. À la fin octobre, Zelensky annonça que 170 000 soldats russes avaient été déployés en direction de Pokrovsk, 60 000 de plus que lors du début de l'offensive d'été. Le Kremlin lançait tout ce qu'il avait, chair, acier et désespoir. À mesure que l'hiver approchait, la question n'était plus de savoir qui gagnerait Pokrovsk, mais à quel prix. La Russie pouvait avoir plus d'hommes, mais l'Ukraine avait quelque chose qui ne se fabrique pas, la conviction. Un message publié par l'Association des vétérans du Donetsk le résuma avec crudité. « Nous ne combattons pas par ordre, nous combattons pour nos foyers. Eux combattent parce qu'on les y force, et cela, tôt ou tard, se remarque. » Pendant ce temps, les images satellitaires montraient une Pokrovsk presque méconnaissable. Usines détruites, rues sans vie, champs labourés par les explosions. Mais au milieu du silence, flotte un drapeau jaune et bleu. Signe que, malgré l'enfer, la ville reste libre. Poutine peut continuer à envoyer des troupes. Il peut ordonner de nouveaux assauts. Mais chaque tentative, chaque pas, chaque mètre, a un prix que la Russie ne peut plus payer. Et dans cet épuisement silencieux, l'Ukraine a trouvé son avantage le plus dangereux, le temps. Car à Pokrovsk, on ne livre pas seulement une bataille militaire. On livre une guerre de volonté, de résistance et de fierté. L'Ukraine ne cherche pas à gagner une carte, elle cherche à survivre. La Russie, en revanche, se bat pour une illusion, une image qui s'effondre à chaque soldat perdu. Les chiffres, les rapports, les témoignages, tous convergent vers un même point. Pokrovsk n'est pas tombée, et si un jour elle tombe, ce sera sur une mer de ruines russes. Message final du haut commandement ukrainien. Chaque jour où Pokrovsk résiste, c'est un jour de moins pour l'envahisseur. Que le monde sache que la liberté se défend non par les nombres, mais par le courage. La Russie continue de pousser, l'Ukraine continue de résister. Mais dans cette lutte où chaque mètre se gagne avec du sang, une chose reste claire. Pokrovsk ne se rend pas. Et tandis que les cieux du Donetsk se couvrent de drones, de fumée et de feu, l'écho des explosions porte un message qui résonne depuis le front. Chaque centimètre qu'ils touchent, ils le paieront de leur vie. Merci d'avoir apprécié la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis Europe d'Acier. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. D'ici là.